Autre partie d'étude par rapport au développement de la personne adulte, on va parler de la cognition. Oui, le développement cognitif. Du jeune adulte jusqu'à l'adulte d'âge avancé. Dans cette partie-là, il va y avoir des thèmes qu'on va développer qui sont fort intéressants. La pensée post-formelle, c'en est un. L'intelligence émotionnelle, celui-là, il me plaît vraiment beaucoup. On va parler également de la créativité. Et pour terminer, on va parler de la mémoire. Parce que bien sûr, quand on avance en âge, eh bien, certaines petites difficultés au niveau de la rétention de l'information et aussi de l'assimilation de l'information peuvent être présentes. Lorsqu'on parle du système nerveux, on parle bien sûr du cerveau. Et ce cerveau-là, eh bien, il va gérer nos cognitions, donc nos pensées. Ce n'est pas juste nos mouvements. En fait, on pense avant d'agir. Nos pensées sont aussi gérées majoritairement dans le lobe frontal, bien que les autres lobes du cerveau, les lobes temporaux, occipitaux, contribuent, là, mais l'analyse va se faire dans les lobes frontaux. Ça, c'est un point qu'on savait déjà. On sait aussi qu'à l'adolescence, les lobes frontaux, ils n'ont pas fini de faire le ménage des neurones non utilisés et ça va se compléter à l'âge adulte. Entre 20 et 25 ans, c'est là que le cerveau va être à son maximum. C'est pour ça qu'on est encore capable d'apprendre des choses, là. Nos neurones peuvent être encore efficaces, c'est pas tout disparu, mais il est à son top, finalement. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre cerveau, dépendamment de nos habiletés, nos traits génétiques, sur le plan cognitif aussi, notre intelligence. Ça aussi, on sait qu'il y a une très bonne part de l'intelligence qui est héréditaire. 60% de l'intelligence est héréditaire. Alors, dépendamment de ce qu'on est exposé dans la vie, eh bien, on peut exercer un métier, une profession, avoir une carrière dans différents domaines. Je vous ai mis des images ici. Un émondeur. Un émondeur, on dit oui, c'est un travail physique, communément appelé un travail manuel, mais la personne qui exerce ce métier-là doit vraiment procéder de façon systématique et réfléchie à ce qu'il fait, parce que sinon, il ne serait plus capable de faire son métier. En plus d'être un métier dangereux, c'est très complexe. Ils font aussi preuve de beaucoup de créativité et d'imagination dans la façon de se servir des outils ou même de se créer des outils de travail sécuritaire. J'ai mis, bon, caméraman, lui aussi, il y a un niveau d'analyse différent de la personne qui, comme vous et moi, porte un regard sur les gens autour de nous, les scènes qui se déroulent autour de nous. Eux doivent vraiment analyser les angles, les mouvements, les gestes, comment créer de l'harmonie là-dedans pour faire justement un film, produire une image qui reflète une réalité dans laquelle on va embarquer dedans. Peut-être que vous avez déjà écouté des films, tu dis, on dirait qu'on sent la caméra. Un bon film, on ne sent pas la caméra, on a l'impression d'être là. Alors, c'est un métier qui est très demandant aussi, puis qui demande de développer des techniques. Et encore là, la cognition est en jeu. Je vous ai mis deux autres métiers, professions. Contrôleur aérien. C'est extrêmement complexe et la responsabilité du contrôleur aérien est très, très élevée. Donc, parce que ça c'est eux qui doivent étudier tous ces tableaux-là, voir à quelle vitesse, d'où ils viennent et dispatcher les avions. Je ne sais pas si c'est un bon terme, là, mais on ne veut pas d'accident sur la piste d'atterrissage ni dans le ciel. L'autre à droite, l'image à droite, eh bien, c'est une dame qui est répartitrice médicale. Donc, c'est elle qui reçoit les appels et qui dirige les appels d'urgence. Donc, là aussi, c'est un métier qui est une haute responsabilité, mais qui doit demander des apprentissages particuliers pour devenir performant. Comme dans n'importe quel travail, l'expérience est nécessaire pour dire être au top, mais il faut apprendre. Puis le meilleur moment pour apprendre, je vous dirais, c'est, allez dire à votre âge, vous jeunes adultes, parce que rendu à l'âge mûr,
il y a une petite descente tranquillement. Puis l'âge avancé, on n'a plus de difficulté à apprendre. On peut apprendre. Mais je vais vous dire, en tout cas, deux types d'intelligence là qui font qu'il y en a une qui va toujours en augmentant, youpi, puis il y en a une qui va diminuer un petit peu. C'est plate de vieillir. Le développement cognitif chez l'adulte, ben, il fait référence au développement cognitif des années précédentes. Rappelez-vous Piaget. Piaget nous a parlé, bon, il y avait plusieurs stades, sensorimoteur, préopératoire, opératoire concret et la pensée formelle. Eh bien, opératoire concret, c'est l'enfant pense en fonction de ce qui est concret, de ce qu'il voit, des résultats tangibles. Quand on est rendu à l'adolescence, eh bien là, on peut jouer un peu plus avec l'abstraction. On va faire des hypothèses, des déductions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça la pensée hypothético-déductive. Donc, ça, c'est très bien. En plus, ce que l'adolescent va être capable de faire, c'est de résoudre des problèmes de façon systématique, pas juste fonctionner par essai et erreur. Pour Piaget, c'était le dernier stade de la pensée pour dire que la pensée est rendue mature. Eh bien non, pauvre toi Piaget. Il y a d'autres chercheurs qui ont dit la pensée adulte se modifie. Pourquoi elle se modifie? Parce que les gens vivent beaucoup plus d'expériences, intègrent beaucoup de choses de façon différente et pas exclusivement par la logique. Ce qui arrive, c'est que oui, on a des émotions aussi, et puis on a des expériences qui font en sorte qu'on dit la logique, c'est pas toujours ça qui est le plus utile pour résoudre des problèmes. Puis parfois, il y a des problèmes qui n'ont pas qu'une solution. C'est un petit peu comme prendre un chemin pour aller quelque part. Ben, des fois, on dit plusieurs chemins mènent à Rome. Ben, pour certaines personnes, faire un chemin un petit peu plus long pour arriver à la même chose, c'est ça qui est le plus rassurant et le plus efficace, mais pas en termes de temps. Donc, c'est un petit peu ça. On voit que ça va au-delà de... Puis c'est beaucoup plus réflexif, tourné vers ce que nous, adultes, nous vivons, nous avons vécu, nous avons expérimenté dans la vie. Alors, c'est pour ça qu'on va parler de la pensée réflexive. Mais c'est quoi cette fameuse pensée réflexive-là? Eh bien, on dit que c'est le type de pensée logique qui émerge au cours de l'âge adulte, qui implique une évaluation active et continue de l'information et des croyances. Tout cela à la lumière des preuves qui les soutiennent et des conclusions auxquelles elles aboutissent. Belle grosse définition pour nous dire que finalement, on est toujours en réflexion par rapport à nos actes, par rapport à nos opinions. On va confronter, réfléchir, comparer. C'est ça la pensée réflexive, en fin de compte. Dans le cadre, par exemple, d'une profession comme l'enseignant. L'enseignant, lui, prépare ses cours, puis on dit il donne ses cours. Eh bien, à l'intérieur de ces cours-là, il a préparé souvent des exercices que les étudiants doivent faire ensemble. Il y a des démonstrations à faire en magistral, des présentations audiovisuelles. Bon. Quand, une fois tout ça est prêt, et puis qu'il livre la marchandise aux étudiants, ça se peut qu'il y a des trucs là-dedans qui ne fonctionnent pas. L'exercice qu'il pensait qu'il ferait lever la classe de bonne heure, puis que les gens laissent investir, ne fonctionne pas. Donc, il ne va pas répéter l'erreur dans une autre classe. Il va retirer cet élément-là, s'ajuster, trouver autre chose. Même si, dans ses volumes à lui, on suggère, mettez cet exercice-là dans votre classe, ça va permettre aux élèves de bien intégrer les notions. Donc, en analysant ça, lui, il va voir que non, cet exercice-là, il ne fonctionne pas dans ma classe. Est-ce que c'est parce que mes étudiants ne s'identifient pas à cet exercice-là ou parce que moi, je ne gère pas bien cet exercice-là? Chose certaine, je ne l'insère plus dans mon cours, pas cette session-ci. Donc, c'est ça, on revient là-dessus. Ça, c'est pour l'enseignant. Mais dans plusieurs professions, pensez aux gens qui font des spectacles, même les spectacles de l'humour. On dit souvent que les humoristes vont roder leurs spectacles dans les régions, même les artistes de la musique, du milieu de la musique.
Ça, je trouve ça un petit peu vexant pour les gens qui viennent des régions, comme moi, qui est en Abitibi. Parce que c'est comme si on dit, bon, on est un public pas difficile. Hein, le public cible, c'est les gens des grandes villes, mais le public pas trop difficile, des régions centrales. Nous, les régions périphériques, on n'a tellement pas beaucoup de spectacles qu'on est bon pour faire les tests. Le seul avantage que l'on a, c'est bien sûr que ça arrive avant chez nous plutôt qu'ailleurs. Mais bon, ils font des tests pour voir qu'est-ce qui rejoint les gens. Les premières de toutes sortes de disciplines, c'est un peu pour ça, pour évaluer l'opinion que les gens ont et savoir si le produit est correct. Voilà, fait que ça, c'est la pensée réflexive qui est en jeu. Voici un autre exemple où la pensée réflexive est en action. Je vais juste vous parler de la question de la vaccination. La question de la vaccination, elle ne date pas d'hier. Si on se fie à la science, la vaccination est nécessaire pour préparer notre système immunitaire à se défendre d'un virus. La vaccination, elle est faite chez les enfants en bas âge et il y a différents types de vaccinations quand on pense aux vaccinations pour la grippe, etc. Eh bien, certaines personnes ne veulent pas se faire vacciner, ne veulent pas que leurs enfants soient vaccinés. Qu'est-ce qui se fait au niveau de leur pensée réflexive? Pour eux, ils écoutent différents discours et on leur dit, bon, ben, il y a plus de risques de recevoir le vaccin parce qu'éventuellement, on peut développer la maladie. C'est ce qu'ils entendent d'un côté. Ou ils vont entendre également, étant donné que tout le monde est vacciné, ben, je risque pas d'attraper la maladie n'existera plus. Alors ça, c'est une forme de pensée réflexive. Vous allez dire, c'est erroné dans ce cas-là pour prendre une décision. Mais il reste que la décision vient de la personne, de ce qu'elle a entendu dire, et elle doit prendre position par rapport à ça. Donc, est-ce que je me fie à la science? Est-ce que c'est ça qui est le mieux pour moi et pour les autres? C'est un petit peu ça. Si je me fais vacciner, est-ce que je le fais pour moi ou également pour les autres? Donc, on se pose la question, on pose nos jugements, on les évalue, et ça va nous permettre de prendre une décision par rapport à des questions, moi je dirais, aussi banales que la vaccination. Vous allez me dire, ce n'est pas une question banale, parce qu'il y a des vies qui sont en jeu, je le sais très bien. Mais au départ, si on suivait de façon complètement aveugle ce que la science nous dit, eh bien, il y aurait dans beaucoup de cas où on se serait planté bien net. Hein? La Terre est plate. On serait vraiment planté avec notre petit bateau. Bon, donc là, c'est ça. C'est un petit peu de ça qui est en jeu dans la pensée réflexive. On a des suspicieux. On a des suspicions. On espère de porter le meilleur jugement et les meilleures actions. Donc, la pensée post-formelle fait référence à la pensée réflexive, bien sûr. C'est quoi la pensée post-formelle? Ben, on dit que c'est un type de pensée mature qui se base sur la combinaison de l'expérience subjective, donc de ce qui est personnel à vous, ou on dit expérience subjective, ça peut aussi être ce que les autres en ont dit. Et toi, ce que tu en penses, ça reste subjectif. C'est toi qui retiens cette information-là et qui porte un jugement sur cette information-là. Bon, on dit aussi que l'intuition va s'y retrouver. L'intuition, vous en avez parfois. Là, je ne vous parle pas d'avoir un don de divination. L'intuition, c'est pas ça. L'intuition, c'est un peu comme dire, je devrais peut-être ou je devrais peut-être pas. Il me semble que c'est le bon moment ou pas le bon moment. Je vais attendre avant de, par exemple, de me plaindre de telle situation auprès de Bell Canada. Je vais attendre un petit peu. Je vais aller m'informer. Je crois que c'est pas le bon moment pour faire un move. J'ai pas assez d'informations pour gagner mon point. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça peut être. Donc, il y a de la logique, mais il y a aussi, l'intuition fait beaucoup référence à quelque chose qui est comme émotif en arrière. Ça, c'est la description, dans le fond, de la pensée post-formelle.
On dit que c'est un type de pensée qui est utile pour résoudre des situations qui sont ambiguës, contradictoires et également pour faire des compromis. Je vous ai mis des petites images, je sais, pour essayer de vous montrer qu'est-ce que pourrait être la pensée post-formelle. Alors, je vais y aller une après l'autre. Allons-y avec un premier exemple, qui est un exemple qui peut vous arriver quand même fréquemment. Aller quelque part, un endroit qu'on ne connaît pas, à une bonne distance de chez soi. Ça, c'est comme le problème, la problématique à résoudre. Vous pouvez vous dire, par exemple, je vais y aller avec l'idée que je me fais où est-ce que je vais me rendre. Je vais me rendre à cette ville-là. Après ça, je vais aller m'informer. Après ça, on va me guider, on va me diriger. Je vais prendre en note les directives des gens pour me rendre à cet endroit-là. Vous pouvez vous dire aussi, je vais prendre mon GPS, si vous en avez un, bien entendu, je vais inscrire l'adresse et puis je vais me rendre à cet endroit-là parce que mon GPS va me guider vers là. Vous pouvez également prendre la solution plus terre à terre. J'ai une carte, belle carte en papier, oui, où j'ai le tracé et je vais me dessiner mon trajet avec toutes les indications pour me rendre à cette adresse-là. 3 façons de me rendre à cette destination-là. Par expérience, est-ce qu'il vous est déjà arrivé que vous aviez pris exactement votre GPS et puis, il vous envoyait carrément ailleurs? Possible, hein? On ne s'est pas rendu tout de suite, en tout cas. Il y a eu des détours, des détours, des détours. Il n'est pas à jour. Donc, dans votre réflexion, je vais prendre les éléments où ils sont le plus à jour si je veux me rendre à ma destination. Autre question que vous allez vous poser aussi, vous pouvez vous dire, je sais habituellement, quand je prends telle autoroute, c'est congestionné de telle heure à telle heure. Même si mon GPS me dit je vais arriver à 5h16 p.m., c'est pas ça qui va arriver parce que mon GPS, il connaît pas le trafic dans le coin de Montréal. Alors, vous allez vous faire un autre trajet. Vous allez prendre, on peut d'ailleurs le programmer sur notre merveilleux GPS. C'est pas le trajet le plus court. Ça peut être le trajet sans autoroute. Ils nous permettent de faire ça, mais tu as déjà porté un jugement par rapport au fait que ça t'est possiblement déjà arrivé. Mais avant que ça t'arrive, tu peux en avoir entendu parler par les autres. Va pas là à cette heure-là. Parfois, on veut expérimenter par nous-mêmes, puis on se retrouve dans un gros bouchon de circulation. Donc, tous ces choix-là, c'est une façon de résoudre un problème avec la pensée post-formelle. Chose certaine, selon ce que vous vous attendez, est-ce que je veux arriver plus vite? Est-ce que je veux voir des beaux paysages? C'est pas juste je veux partir d'ici et me rendre là-bas, point A au point B. S'il y a une autre idée en arrière de ça, donc le problème, il va se modifier en cours de route selon l'ouverture que vous avez aussi et le temps que vous avez disponible. C'est beaucoup de petits calculs qui ne sont pas instantanés. Deuxième situation, un peu plus complexe. Vous êtes en vie de couple, vous êtes marié depuis 15 ans, je vous fais vieillir peut-être, vous êtes marié depuis 15 ans, vous avez 2 enfants, et il commence à y avoir des tensions dans votre couple, dans votre famille, de tous ordres. Financier, répartition des tâches, temps passé ensemble, temps passé avec les enfants, le tourbillon de la vie, c'est là-dedans que vous retrouvez pression par rapport au travail aussi. Le couple, il commence à être un peu instable. Est-ce que vous allez prendre la décision, systématiquement, de dire « Ah, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça veut dire que j'ai tous les critères pour... On va divorcer. On divorce, c'est fini là. » Plutôt rare que les gens prennent une décision comme ça aussi rapidement. Vous allez évaluer, okay? Vous allez rechercher c'est quoi la nature des problématiques, depuis combien de temps qu'ils durent, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on veut faire quelque chose? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus d'amour dans le couple? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup trop de conflits? Il y a beaucoup de choses extérieures qui font, qui se mêlent des problématiques de votre couple. La belle-mère, le beau-père, l'oncle, le frère, mon oncle, ma tante, tout le monde se mêle de vos affaires, puis bon, tout le monde y va avec sa petite interprétation de ce que vous devriez faire pour vous rabibocher.
aller voir un conseiller conjugal, aller en médiation avant la séparation. Donc, c'est un problème complexe à lequel on rajoute plein d'éléments. Puis on mesure aussi l'impact de cette décision-là. Si je la prends maintenant, quel va être l'impact sur les enfants? Qu'est-ce que je dois prévoir pour minimiser l'impact négatif sur les enfants? Ça, c'est de l'ordre de la pensée post-formelle. Puis à l'intérieur de ça, vous allez voir que, vous voyez qu'il y a quelque chose de très réflexif, auto-réflexif. Et est-ce que les deux personnes voient les choses de la même manière? Pas toujours et pas nécessairement, surtout s'il y a un problème de communication dans le couple. Donc, chacun aurait donc sa solution par rapport à ça. Un autre petit terme, moi, que je trouve amusant et même peut-être croustillant, qui peut illustrer la place de la pensée post-formelle dans les choix que font les gens, même au niveau de leur style de vie et de leurs attachements. Si je vous parle de polyamour, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça ne veut pas dire je suis poly en amour ou que mon amour, je le polis en mettant du stuff dessus puis je frotte avec une guenille. Polyamour, c'est plusieurs amours. Ce n'est pas de la polygamie. Polygamie, c'est par exemple une personne, disons un homme, parce que c'est plus fréquent la polygamie. L'homme a plusieurs épouses. Donc, il s'est engagé dans les liens du mariage avec plusieurs personnes. Le polyamour, c'est pas ça. C'est le choix délibéré de personnes d'aimer plusieurs personnes. D'aimer sans avoir d'engagement légal. C'est pas. Bon, si la femme veut avoir. Bon, j'ai deux images. Hein? Ben, j'ai une image, deux hommes et une jeune femme. C'est ça, c'est deux amoureux. Mais ces deux amoureux-là, ils peuvent eux aussi avoir chacun de leur côté une autre amoureuse, mais qui ne vivra pas avec eux. Colin, c'est rendu compliqué la vie d'aujourd'hui. Mais pourquoi vivre un polyamour? Disons que cette jeune femme-là vient de se séparer. Son ex-mari, il y a une conjointe, une nouvelle conjointe, avec qui il vit la garde partagée des enfants. Elle a rencontré l'un de ces hommes-là qui, lui, a un conjoint, qui est l'autre monsieur à côté. Ce sont des homosexuels, ce sont peut-être des bisexuels, mais qui seraient prêts à partager leur vie avec une femme qui a des enfants. Et vous dites, Colin, ça c'est une situation assez complexe et ambiguë. Quand les décisions sont prises, puis c'est ça, là ils doivent évaluer, est-ce qu'il va y avoir de la jalousie entre les partenaires? Jusqu'où va l'ouverture par rapport à chacun des autres partenaires? Est-ce qu'ils peuvent aller voir, on dit, aller voir ailleurs? Et dans quel contexte? Est-ce que tous les soirs, on revient à la maison? Vous voyez, il y a plein de trucs à négocier dans ces nouveaux styles amoureux-là. Est-ce qu'on vit tous sous le même toit? Il y a une époque dans les années 70 où les gens vivaient dans ce qu'on appelle des communes. Puis les communes, c'est plusieurs familles qui se réunissaient et les règles des communes étaient très différentes les unes des autres. Il y en a qui tu vis avec ta famille, tu n'as des relations sexuelles qu'avec ta femme, c'est tes enfants, mais on partage toutes les tâches. Puis il y en a d'autres que non. Ils sont en mode polyamour, si vous voulez. Il y en a échangistes. Polyamour, c'est pas échangiste. Échangiste, c'est vraiment des personnes qui font le choix de rencontrer des personnes pour avoir des relations sexuelles avec l'autre partenaire, tout simplement. On n'est pas en amour, il n'y a pas d'amour, c'est des échanges sexuels pour pimenter leurs relations sexuelles éventuelles. Tout cela est bien complexe. Eh bien, c'est le genre de problématique que les personnes adultes peuvent retrouver dans leur vie. Puis tu dis, est-ce qu'on retrouve ça par choix? Il y en a que oui, c'est par choix. Il y en a que c'est par dépit. Puis il y en a que c'est par curiosité. Puis ils vont faire des pas dans ce sens-là. Alors, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. C'est pas illégal. Tu poses la question, il y a un jugement moral qui va en arrière de ça. Est-ce qu'on met complètement de côté le jugement moral, le jugement de la morale sociale, le jugement de la majorité? Bien ça, là, encore là, je vous dis, c'est une pensée réflexive qui appartient à chacun des partenaires de ce type de relation-là.
Je ne veux pas faire la promotion du polyamour, là. Moi, je serais incapable. Totalement incapable. Je suis bien trop jalouse. Alors, voilà, pour le petit exemple farfelu. Voici les fameux critères dans un tableau, regroupés dans un tableau, de la pensée post-formelle. Je vais regarder un petit peu avec vous à quoi ça peut ressembler, essayer de vous les illustrer le plus concrètement possible parce que c'est parfois difficile. Bon, alternance théorie-pratique. Ce qu'on dit, c'est la capacité de passer constamment du raisonnement logique ou abstrait aux considérations plus pratiques et réalistes. C'est un peu comme si on passait du stade formel, puis on fait un retour en arrière avec notre pensée concrète, si vous voulez. L'image que je vous ai mise là qui correspondant à ça, on a des cours à distance. Les cours à distance, eh bien, c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'on est toujours devant notre écran. C'est épuisant pour ceux qui le suivent, tout comme celui-là qui le donne. Alors, plutôt que de mettre toutes les heures en présentation de cette façon-là, on pourrait se dire à un moment donné, bon ben, on fait une demi-heure, je vous présente la théorie, faites votre travail de votre côté, après ça on va revenir. Je ne veux pas vous épuiser, sachant très bien que toute votre journée est occupée à avoir des cours en lien Zoom, par exemple. Donc, la théorie, c'est que je devrais toutes faire les cours de cette façon-là, puis vous devriez être capable de les encaisser de cette façon-là. Mais dans la pratique, on voit que ça ne se fait pas, que c'est épuisant, puis ça enlève de la qualité à l'enseignement. Il faut trouver une autre stratégie. Ça, ce serait alternance, théorie-pratique. La définition du problème, maintenant. Habileté à définir un problème comme faisant partie d'une classe ou d'une catégorie de problèmes logiques et d'en définir les paramètres. Est-ce que ce que je perçois dans le problème, c'est la réalité du problème? Ça se peut-tu que je me trompe sur ce qu'est le problème? Vous avez des difficultés au travail. Okay? Remise de rapport en retard. Vous travaillez avec quelqu'un d'autre, il remet les rapports d'état financier en retard. La clientèle porte des plaintes. Peu importe ce que c'est, dépendamment du milieu où vous êtes, eh bien, est-ce que vous allez ajuster le mode de fonctionnement du travail d'équipe? Peut-être que oui, puis peut-être que non. Mais si au bout du compte, ces problématiques-là viennent d'une personne, une personne avec qui vous n'avez pas d'atome crochu, qu'elle a des influences sur d'autres personnes, et c'est ça qui fait... Vous savez, un élément, là, une pomme pourrie dans un sac, bien, ça fait pourrir les autres, là. Bien là, ça va être à nommer. Okay? Définir le problème. Finalement, là, on n'a pas un problème de productivité, on a un problème avec une personne et le leadership négatif de cette personne-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on ajuste la situation? Ou bien, vous savez la suite. Il faut vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est, pas penser que c'est à côté. Des fois, c'est difficile. Alternance processus-produit. Tout à l'heure, on avait théorie-pratique. Tu sais qu'en théorie, ça devrait être ça, mais en pratique, ça ne marche pas de même. Ici, c'est alternance processus-produit. Ou la définition, habileté à voir qu'un problème peut être résolu au moyen d'un processus ayant des applications générales ou d'une solution concrète à un problème particulier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'aime bien l'exemple, c'est plus clair. J'ai fait face à ce type de problème par le passé et c'est de cette façon que je l'ai résolu. Dans ce cas, la meilleure solution serait tadam! Je vais vous donner un exemple concret. J'ai eu des étudiants à un moment donné qui faisaient des travaux d'équipe et puis la chicane de la poignée. C'était vraiment, puis on était très avancés dans la session. Puis pour la remise des travaux, il y avait des étapes à faire. Puis bon, disons que là, il y avait comme des incompatibilités inconciliables entre certaines personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'est réunis, on a discuté ensemble, on a trouvé une façon de... Tout le monde s'implique à part égale, sans être toujours réunis les uns avec les autres, parce que le feu pogne. Voilà. Ça a déjà marché, donc quand ça se retrouve dans des situations comme ça, j'ai des travaux d'équipe, et que c'est pour arriver, avant qu'il y en ait un qui boude l'autre, puis dit « arrange-toi donc tout seul, puis tu ne sauras même pas que tu n'es plus dans l'équipe », on est mieux de trouver une meilleure solution.
Ça en est un. Ouais. Le pragmatisme. Ça veut dire pratique. Là, la définition est plus facile. Habileté à choisir la meilleure solution parmi plusieurs solutions possibles. Encore là, ça dépend de comment tu as défini le problème. Mais il y a toujours une meilleure solution. Toujours plusieurs solutions, mais toujours une meilleure solution. Exemple personnel. J'ai un terrain, je viens de me faire bâtir une maison, j'ai un terrain qui est un vrai champ de bataille. Je voudrais avoir un beau terrassement, que ça soit cute, puis que je puisse passer ma tondeuse. Quelles sont les solutions? Je peux me faire livrer de la terre, la pelleter et semer. Je peux faire venir des beaux rouleaux de tourbe. Ça va venir un peu de terre aussi. Et tendre ça, clic-clac, ça y est, ta pelouse est là, je ne peux que l'arroser. Donc, les deux, je vais, d'ici la fin de l'été, avoir une belle pelouse. Mais, il y en a un qui va prendre beaucoup plus de temps, puis qui va coûter beaucoup plus cher. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est plus pratique pour moi? On va y aller pour dérouler de la pelouse. Surtout si j'ai moyen. Ce qui n'est pas le cas. Venez m'aider. Conscience des paradoxes, maintenant. Cela est plus simple. Capacité à reconnaître que les problèmes et leurs solutions peuvent être porteurs de conflits et de contradictions. Et oui, je vous ai mis une image d'un monsieur qui tient un journal, il a le téléphone à la main, il est à la recherche d'un emploi. Il n'a pas encore quitté son emploi. Et c'est cette question-là qu'il se pose. Donc, si je quitte mon emploi, maintenant, je n'ai pas d'autre emploi. Je vais me retrouver en situation peut-être financière difficile. Si je cherche un emploi présentement et que j'en trouve un, eh bien, mais que le revenu de cet emploi-là est beaucoup moindre que qu'est-ce que je vis, mon niveau de vie actuel, est-ce que je pourrais accepter ça? On revient encore avec la problématique. Si je reste où je suis malheureux dans mon emploi, j'ai un bon revenu, est-ce que je vais être capable de tolérer ça encore jusqu'à l'âge de ma retraite? Est-ce que ma santé ne sera pas compromise par le fait que je ne suis pas bien dans mon travail? Alors ici, on les a, les paradoxes, qui vont amener la personne à se positionner, même si objectivement, si on définit le problème d'une certaine façon, on va dire, ben non, reste où tu es, tu as un bon salaire, tu as des bonnes vacances. Être heureux au travail, ce n'est pas nécessaire dans la vie. Tu es heureux dans tes loisirs. Ben voyons donc! Moi, je prône le bonheur au travail parce que c'est là où on passe le plus de temps dans notre vie. Hein? On passe des années à travailler. C'est le fun que ça ressemble à un loisir. Le dernier, et non le moindre, la pensée autoréférentielle. Ça fait référence à votre subjectivité. On dit conscience qu'a une personne de son raisonnement intellectuel dans la résolution de dilemmes sociaux. Ce qu'on est en train de dire là, c'est que là, tu prends conscience que c'est ton cadre de référence interne à toi qui te permet de porter un jugement sur ce qui se passe, sur ce que tu vis. L'exemple qu'ils vous ont mis là, si ton conjoint est infidèle, tu peux lui faire porter le blâme pour son geste ou tenter de comprendre la dynamique relationnelle qui l'a entraîné. Donc, si ma pensée autoréférentielle, c'est justement, c'est de sa faute à lui, il n'est pas correct, ça n'est une façon de voir. Mais quand tu en prends conscience, tu dis, il y a peut-être autre chose en arrière de ça. Lui, pourquoi il m'a trompé? Ben, c'est que quelque part, dans notre couple, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Fait que tu te détaches de ton autoréférence. Tu sors de ton cadre de référence. Plus simplement, ça vous est déjà arrivé de vous demander, ou dans vos relations amoureuses, de dire, ça ne marche pas avec lui ou ça ne marche pas avec elle. Comment ça qu'il ne comprend pas? Il ne comprend pas qu'est-ce que j'ai besoin, moi, en amour? Pourquoi il ne m'aime pas comme je l'aime? Ben c'est ça. Quand tu dis, je veux qu'il m'aime comme je l'aime, en tout cas, c'est ça, comme moi, c'est ça, je veux qu'il m'aime comme je l'aime. Dans le fond, si je veux qu'il rentre dans ton cadre de référence puis qu'il soit identique à toi, ben aime-toi toi-même là, dans ce cadre-là. Non, mais c'est que l'autre, OK? Peut-être qu'il manifeste, tu vois peut-être même pas
il manifeste son amour, peut-être pas par des mots. Toi, tu veux qu'on dise « t'es beau, t'es belle, t'es fine, je t'aime », ou par des gestes, des câlins, des bisous, des col-col, main dans la main quand on marche, ou même des petits cadeaux, une petite pensée toujours, un petit cadeau par-ci, des petites fleurs par-là, des chocolats, tu peux faire une combinaison de toutes ces affaires-là. Là. Ça peut être des services. Il me donne un coup de main. Ça, on va voir ça fréquemment. Les hommes, c'est une façon pour eux, c'est plus fréquent qu'on voit ça chez les hommes par rapport à une femme, en tout cas, lui donner des coups de main. Au lieu de dire des « je t'aime », ben, il va aller bricoler quelque chose, il va faire ses changements d'huile. Pour lui, c'est une façon de dire « je t'aime », il n'est pas obligé de dire « voilà, OK, voilà. » Donc, des services. Aussi, se sentir aimé pour dire « ah, il m'aime », c'est qu'il passe du temps de qualité avec moi. On fait des marches en forêt, on va faire des randonnées de moto, on va, je sais pas, on voyage ensemble, au moins 2 fois par année, on se prévoit un voyage ensemble. Ça, je sais que ces moments-là, c'est des moments où je sais qu'il m'aime. Mais si tu restes dans ta pensée autoréférentielle, puis tu dis, moi ça, il m'aime pas, puis tu vois pas que l'autre aime autrement, t'es pas en poste formel, tout simplement. Je vous présente ici un autre modèle du développement cognitif, qui est le modèle de Shea. Lui, sa particularité dans l'explication du développement cognitif et des changements cognitifs de l'adulte, eh bien, il fait beaucoup le lien avec la vie sociale, l'évolution de la personne avec son entourage. Donc, il y a des buts motivationnels qui vont arriver, qui vont marquer chaque étape de la vie des personnes, puis c'est ça qui va guider, dans le fond, leur évolution. Par exemple, enfance-adolescence, c'est la phase que lui, le stade qu'il appellerait le stade d'acquisition. Recevoir une formation scolaire, ça c'est l'exemple. Et oui, parce que c'est à ça qu'on se consacre, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va développer notre potentiel intellectuel, l'actualiser au mieux, c'est par nos études. Ensuite, ils démarquent réalisation personnelle, ils disent de la fin de la vingtaine au début de la trentaine. Suivre un stage pratique au cours d'une formation universitaire. Dans le fond, réalisation personnelle, c'est que là, il va s'investir à essayer concrètement de mettre en application ce qu'il a appris dans la phase d'acquisition. Les autres, responsabilités, engagement, réorganisation, on voit que des fois, il y en a qui couvrent une plus grande période. Responsabilité, par exemple, de la fin de la trentaine au début de la soixantaine. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est souvent la période où est-ce qu'on fonde un foyer, on est en couple, on a des enfants, on s'investit sur le marché du travail, on prend des responsabilités sur le marché du travail. Donc, c'est pour ça qu'on dit jusqu'au début de la soixantaine, parce que soixantaine, ce qu'on se dit, c'est que la personne va plutôt se retirer graduellement du marché du travail. Donc, il l'a associé vraiment à ça, la période active, travail, famille. Ça ne veut pas dire que rendu à 60 ans, tu ne t'occupes plus de ta famille, là, mais c'est d'un autre ordre. Habituellement, à 60 ans, tes petits poussins ne sont plus sous ton toit, sauf si tu as des tanguis. Voilà. L'engagement social, lui, il peut chevaucher la partie responsabilité, le stade de responsabilité, et il n'est pas donné à tout le monde d'en prendre une forme importante dans sa vie, si vous voulez. On sait qu'il y a des gens qui sont très impliqués dans différentes causes sur le plan politique, sur le plan social, défense des droits de la personne, des femmes victimes de violences. Ils vont s'impliquer dans des choses comme ça par rapport aussi à la planète, au recyclage, zéro déchet. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il y a des gens qui vont s'investir dans des causes plus grandes que leur bulle familiale et bulle travail. Donc, ça va être, puis pour eux, ça donne un sens. Okay. Il y a ça. Réorganisation de la fin de la cinquantaine au début de l'âge avancé. Donc, celle-là, c'est la partie où est-ce que les gens sont à l'âge mûr. Elles vont délaisser tranquillement les responsabilités par rapport à la famille, quoique, rendu à cet âge-là, pour certaines personnes d'âge mûr doivent aussi prendre la responsabilité de s'occuper de leurs parents vieillissants. Si les parents éprouvent des problèmes de santé, ils sont en perte d'autonomie. Donc, on va avoir encore de l'investissement, mais ils vont réorganiser en fonction de pouvoir se préparer à la retraite.
qu'est-ce que je vais faire une fois que je vais avoir terminé de travailler? Donc, ils vont se bâtir un potentiel, si tu veux, d'activités possibles pour ne pas rester là à rien faire. Tu finis de travailler, tu ne vas pas passer le reste de ta vie à te bercer en regardant, comme ma grand-mère a dit, par le chat aussi. C'est ça que ça va faire. Donc, tu te prépares. Tu explores différents domaines que tu n'as pas eu le temps d'explorer parce que tu étais pris par la famille et le travail. Mais aussi, tu peux avoir commencé avant ça à explorer ces domaines-là et les réactualiser. Peut-être que dans ta jeunesse, tu faisais de la musique. Maintenant, rendu à l'âge de 50 ans, tu as un bon potentiel de musicien. Eh bien, tu vas te lier à d'autres personnes pour faire un petit orchestre. Tout est possible dans ces cas-là. La phase de réintégration, selon cet auteur, eh bien, s'adresse plus à la personne d'âge avancé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les personnes vont sélectionner judicieusement les intérêts qui vont avec leur capacité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ou qu'est-ce qu'ils vont commencer à mettre de côté, qu'est-ce qui est le plus important. Je pourrais prendre l'exemple, ma mère, par exemple, est une femme qui est âgée de 82 ans. Son niveau d'énergie est beaucoup moins important, bien sûr, que quand elle était dans la cinquantaine, la soixantaine. Alors, pour elle, faire les gros parties de Noël, les grosses tablées, on oublie ça. Ça, c'est terminé. Très contente de nous accueillir, mais comme elle dit, je vous accueille à tour de rôle pour avoir de meilleurs moments de qualité avec vous. Parce que pour elle, ça génère beaucoup trop un gros stress de recevoir tous ses enfants et tous les petits-enfants. Ça tourbillonne trop, c'est stressant et ça peut l'épuiser. Alors, c'est compréhensible que plus la personne avance en âge, plus elle va se concentrer sur des tâches qui sont les plus significatives, puis comment elle va pouvoir les accomplir pour que ça soit satisfaisant pour elle. Le dernier stade du développement cognitif, selon Shea, c'est cela qu'on appelle la création de l'héritage. C'est donc la période où est-ce que la personne, elle se prépare à la mort, elle veut remettre à ses enfants, à sa famille, ce qui fait partie de son patrimoine, ce qu'elle veut que les gens gardent une trace d'elle dans leur vie. Donc, c'est ça, les dispositions testamentaires, elle va faire ça à ce moment-là. C'est souvent en fin de vie. Il y en a qui commencent un peu plus tôt. Je me souviens très bien que ma grand-mère, bien avant qu'elle soit, elle était encore juste dans la soixantaine. Tout de suite, elle me disait, je vais te donner ça, je vais te donner ça, je vais te donner ça. C'est comme, écoute, grand-maman, là, on veut pas entendre ça. Hein. Grand-maman, t'es pas morte encore, hein? T'es pas près de mourir, pas tout de suite. Ouais, mais je veux être sûre que c'est toi qui vas avoir ça, parce que c'est toi qui fais de la couture avec moi. Donc, ma machine à coudre, mes ciseaux, elle avait entrepris sa période de création d'héritage un peu plus tôt. Mais pour beaucoup de gens, ça va être un peu comme je vous disais tout à l'heure, à l'âge de ma mère qui est rendue à 82 ans, qui elle aussi commence à répartir son patrimoine, les biens de son patrimoine, s'assurer qu'il y a aussi une harmonie dans la famille face à comment on va gérer ce qui symbolisait sa vie et la vie aussi avec mon père, parce qu'elle est avec mon père jusqu'à ce que mon père décède. Donc, tout ça, ça fait partie de la création de l'héritage. Certaines personnes vont même consacrer une bonne partie de leur temps à rédiger ce qu'on appelle leur mémoire. Ce processus-là peut débuter avant la fin de la vie. Quelqu'un qui a justement les habiletés cognitives sont encore toutes là. Une personne, par exemple, qui éprouverait des difficultés mnémoniques, des problèmes au niveau de la mémoire, pourrait difficilement peut-être rebâtir son histoire suite à une maladie telle que la maladie d'Alzheimer. Ça pourrait rendre même impossible ce processus-là. Mais pour des personnes qui ont la chance d'avoir conservé toutes leurs capacités cognitives, puis qui ont intérêt pour la rédaction, écrire sa vie, réécrire les moments, parce que c'est souvent, réécrire sa vie, c'est basé sur des faits tels que vécus, donc c'est la subjectivité de la personne, c'est se raconter. Et puis c'est toujours fascinant de lire ces biographies-là,
ces autobiographies-là de nos grands-parents, même raconter leurs histoires. Raconte-moi, grand-maman, toi, comment c'était dans ton temps. J'ai toujours trouvé ça extrêmement fascinant. Puis quand on a la chance de quelqu'un qui peut le mettre sur papier, ça devient aussi un héritage pour nous et nos enfants. L'intelligence émotionnelle. Enfin, on va parler d'intelligence émotionnelle. Antérieurement, on avait déjà parlé de différentes formes d'intelligence. Des formes d'intelligence qui n'étaient pas habituellement évaluées dans les tests de quotient intellectuel. Vous savez, les tests de quotient intellectuel, eh bien, on mesure les habiletés en arithmétique, en français, connaissances générales, orientation spatiale. Donc, c'était des dimensions vraiment qui touchaient beaucoup la logique. Et puis, M. Garner a dit, non, il n'y a pas juste ça. On n'est pas obligé d'être hyper performant dans les versions traditionnelles de l'intelligence pour être quelqu'un de très intelligent. Alors, on parle d'intelligence linguistique, d'intelligence logico-mathématique. C'est quand même celle-là qu'on évaluait traditionnellement. Intelligence spatiale, ça aussi c'était évalué traditionnellement, mais on n'évaluait pas intelligence musicale, kinesthésique, naturaliste, existentialiste, puis il y en avait deux autres qui étaient interpersonnelles et intrapersonnelles. Ce qu'on voyait, selon Garner, c'était la capacité de comprendre ce que les autres éprouvent et de communiquer avec eux. Capacité aussi de se comprendre soi-même et de bien communiquer nos émotions. Être en relation positive avec les autres. Alors, c'est ça qui a été repris par un autre auteur qui s'appelle David Goldman. C'est ce dont nous allons parler dans les minutes qui suivent. Voici un tableau qui résume les compétences et les dimensions de l'intelligence émotionnelle qui ont été étudiées par le docteur en psychologie qui s'appelle Daniel Goleman. Tantôt, je l'ai appelé David, là. Je vais le rebaptiser. Il s'appelle Daniel Goleman. Et puis, comment il a divisé ça? Il a divisé ça en deux compétences. Il y a une compétence qui est bien sûr personnelle, donc par rapport à soi-même, et l'autre compétence, c'est la compétence sociale, en relation avec les autres. Donc, le champ d'étude pour ces travaux, s'est échelonné sur plusieurs années. D'ailleurs, il y a un volume qui est paru il y a déjà plusieurs années, qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, qu'on retrouve dans la collection J'ai lu bien-être, oui, ok. Accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle, où est-ce qu'on parle en détail de ce qui est des principales dispositions d'esprit dans lesquelles la personne doit se retrouver pour dans le fond, pour être, je dis toujours grandée, là. Ben, vous comprenez ce que je veux dire? grandée sur elle-même. À peu près ça. Donc, si je vous lis un petit peu en arrière du volume, parce que bien sûr, Marjolaine a le volume. La conception traditionnelle de l'intelligence néglige une part essentielle du comportement humain, les réactions émotionnelles. Le quotient intellectuel n'est pas le seul critère. Il existe une autre forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, que l'on peut stimuler et développer dès l'enfance. Refuser d'écouter ses émotions peut entraîner une instabilité générale, alors que la maîtrise de soi, motivation, respect d'autrui sont autant de qualités pour réussir. Daniel Goleman nous invite à accepter nos émotions pour développer une nouvelle forme d'intelligence. Donc, ce qu'il y a de positif dans les écrits du Dr Goleman, c'est que on peut développer ces parties-là qui sont en nous, qui peuvent être dormantes et qui, même s'ils n'étaient pas présentes, ça s'apprend. Contrairement aux autres dimensions que l'on peut voir pour l'intelligence, dans lesquelles on va, par exemple, les calculs de l'intelligence, on va dire, bon, ben, héréditairement, tu nais avec des traits, un potentiel X. Là, on dirait que ce qu'on nous apprend, c'est que c'est ouvert. Ça ne veut pas dire que tout le monde va performer de la même façon. Il y en a qui ont des habiletés beaucoup plus naturelles. Mais on peut les développer. On peut développer ça, une meilleure conscience de soi, une meilleure maîtrise de soi. Développer sa motivation. Motivation, ça veut dire aussi intérêt. On ne peut pas être motivé si on n'est pas intéressé à quelque chose. Puis dans les compétences sociales, dans beaucoup de domaines où on travaille, c'est important
sais, d'être capable de communiquer positivement avec les gens et aussi de recevoir un feedback, donner un feedback constructif, hein? Recevoir un feedback, puis même si c'est un feedback qui est négatif puis qui est mal formulé, de ne pas pogner les nerfs et de te maîtriser. C'est un peu ça qui est la perspective. Beaucoup de gens ont critiqué M. Goldman en disant non, l'intelligence émotionnelle, ça n'existe pas, ce ne sont que des traits de personnalité. Eh bien, si c'était vraiment des traits de personnalité, tout le monde ne pourrait pas les acquérir. Dans ce cas-ci, on peut tous en acquérir au moins un minimum. Alors, ce n'est pas des traits de personnalité, c'est une autre forme d'intelligence, puis elle peut être stimulée dès le jeune âge. Donc, le milieu dans lequel l'enfant est élevé, ça favorise ça. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas, le plus voir apparaître chez les enfants qui deviennent des adolescents et des adultes bien dans leur peau. On va y aller avec la première dimension, la compétence personnelle, qui a plusieurs dimensions, donc la première compétence, conscience de soi. Qu'est-ce que c'est être conscient de soi? C'est d'être vraiment connecté à ses émotions, reconnaître qu'est-ce que tu vis et être capable de les nommer. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que tu sens de l'humiliation? Est-ce que tu sens du rejet? Vous voyez, tous ces mots-là, tout ça tourne autour d'une dimension qui est négative, mais il faut être capable de bien la nommer pour bien la gérer. C'est un petit peu ça. Donc oui, nos états intérieurs, les états positifs aussi, les désirs, être capable de nommer ses besoins, et ça, c'est un travail de longue haleine. Pour ça, il faut vraiment se connaître, bien se connaître. Ça ne vous oblige pas de passer par tout un processus thérapeutique de croissance personnelle pour arriver à faire ça. Mais être attentif et poser des questions par rapport aux autres aussi, ce qu'ils pensent de vous, comment ils vous voient, ça aide beaucoup. Le feedback des autres nous aide beaucoup à prendre conscience de ce qu'on est et de ce qu'on dégage aussi. Hein? Surtout dans la partie compétences sociales, les autres sont très, très utiles pour nous définir. Bon, la conscience de soi, donc, par rapport à moi-même, auto-évaluation réaliste de soi, connaître tes limites et tes forces. Que ce soit dans les domaines scolaires, dans des domaines professionnels, dans des domaines sportifs, être capable de dire non aux gens, parce que ça, c'est quelque chose qui va te faire vivre un sentiment d'échec. Tu ne veux pas te retrouver dans cette situation-là et ça ne t'intéresse pas. Ta limite, elle est là. Puis, où sont tes forces? Qu'est-ce que tu peux, dans lequel tu vas performer beaucoup pour toi-même ou pour aider les autres? Ça aussi, il faut être capable de pouvoir l'identifier. Bon, il y a les personnels, je ne peux pas me fier à d'autres personnes que moi parce qu'on est dans la conscience de soi. Là. Conscience de soi, par exemple, moi, je suis très performante en français. Oui, j'ai développé cette qualité-là, mais c'est facile pour moi d'aider les gens à construire des documents, à rédiger des choses, parce que pour moi, ça me vient spontanément. Parfois, je me dis, on dirait que j'ai un dictionnaire qui a été enregistré de je ne sais où, qui me sort de la tête, puis j'arrive à faire des formulations vraiment adéquates dans beaucoup de situations pour des écrits, que ce soit des écrits légaux, des réquisitions, des demandes, des travaux scolaires. Ça a toujours été mon point fort. Ça, c'est ma force. Là, il me reste cependant, moi, à dire avec qui je veux la partager. Ma limite, c'est peut-être de dire que je ne veux pas partager ça avec tout le monde. Mais ça serait ma limite dans les compétences sociales. Maîtrise de soi, contrôle de soi, savoir gérer ses impulsions. Si vous êtes quelqu'un qui est très impulsif, la mèche courte, comme on dit, ça serait bien d'être capable de prendre une petite distance. Puis ça, il y a des techniques pour ça aussi, pour apprendre à ne pas réagir sur le coup, pour éviter de créer des conflits qui vont perdurer dans le temps, puis aussi de se faire une réputation de quelqu'un qui est stable émotionnellement. Donc ça, crédibilité, conscience professionnelle, adaptabilité, souplesse à l'égard des changements, ça dans la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui est important. Plus difficile à faire pour les personnes qui avancent en âge parce qu'ils se disent que ben moi j'ai l'expérience, j'ai toujours fait ça de cette façon-là et là on m'impose une nouvelle technologie, une nouvelle façon de faire, ça ne me tente pas, ça me fait peur.
Donc, l'adaptabilité est quelque chose qui se travaille. Pour rester dans le coup et dans le vent, il faut s'adapter. Autre compétence personnelle, la motivation. Donc, motivation, être déterminé à faire quelque chose et faire les efforts qu'il le faut pour atteindre notre objectif. S'engager, s'engager, c'est quand quelque chose te plaît, tu le fais à fond. Et ça ne veut pas dire de se retrouver dans une phase maniaque ou hypomaniaque. Ça, c'est pas de l'engagement. Ça, c'est du dérapage psychologique, émotionnel et même social. Donc, c'est ça. S'engager, c'est vraiment s'impliquer. Pour ça, il faut avoir une visée par rapport au succès si on veut s'engager. Qu'est-ce qu'on a à part de ça? Initiative, savoir saisir les occasions. Des fois, c'est difficile pour certaines personnes. C'est-à-dire, oh, on a peur un petit peu, mais il faut en prendre. Puis, dans ce qu'il nous explique aussi, M. Goldman, il faut y aller petit pas par petit pas. Tu ne peux pas du jour au lendemain dire que tu vas être quelqu'un qui va déployer une initiative incroyable, qui va embarquer dans toutes sortes de projets en pleine confiance. Un instant. C'est avec des petits succès qu'on gagne la confiance en soi, puis cette confiance en soi-là vient du fait aussi qu'on a une meilleure estime de nous-mêmes parce qu'on a vécu des succès. Tout ça va ensemble. Optimiste, ça c'est le fun des gens. Comme je l'ai dit, c'est les personnes qui voient toujours le côté positif des choses plutôt que le côté négatif. Même des échecs, même des pertes d'emploi. J'en ai eu des pertes d'emploi, moi. J'en ai eu pas plusieurs, là, mais c'est dur à encaisser. Mais j'ai appris des choses très importantes par rapport à ça. Entre autres que c'était pas ma place. Bon, alors passons, OK? Passons pour ce genre. Empathie, oui, mesdames et messieurs, vous étudiez dans le domaine où vous êtes présentement, c'est parce que vous devez nécessairement avoir cette prédisposition en vous de l'empathie, d'être ouverte aux émotions de l'autre, d'être capable de le comprendre. Je ne vous dis pas de lire dans sa tête parce que tu poses des questions, là, mais d'être capable de te mettre à sa place. Peu importe l'élément qui t'amène, tu ne juges pas, tu accueilles. Puis tu essaies de, avec tout ce qu'il est, tout ce que tu sais de lui, c'est de comprendre pourquoi il vit cette situation-là. Donc l'empathie, compréhension des autres, sensibilité interpersonnelle, apprenez pas tout ça par cœur, hein? Support, être capable de supporter, ça veut dire soutenir la personne. Oui, mais ça ne veut pas dire faire à sa place. Hein? Donc, on a reconnaissance, sens politique, savoir choisir les émotions d'un groupe et des relations de pouvoir. Ça, c'est quand vous travaillez, par exemple, en travaux d'équipe, en groupe. Vous allez voir que des fois, il y a des dynamiques de pouvoir, puis il y a des gens qui essayent de prendre le dessus sur les autres sans nécessairement avoir raison. Donc, quand vous êtes dans une situation de groupe, vous pouvez prendre une forme de leadership, un leadership sur les relations. Il y en a qui ont un leadership sur la tâche. On fait ci, on fait ça. D'autres, c'est sur les relations. Il voit qu'il y en a qui sont un peu négligés, qu'on ne leur laisse pas assez la parole. Donc, ils vont prendre cette forme de leadership-là parce qu'ils sont attentifs, qu'il y en a qui aimeraient s'exprimer ou qui ne s'expriment pas parce qu'ils ont peur d'être jugés. Bon. Aptitude sociale, bon, le charisme, c'est pas donné à tout le monde. Et ça ne s'achète pas, ça ne se trouve pas dans une boîte de Cracker Jack, ou n'importe quelle autre boîte de céréales. Là. On ne le reçoit pas par la poste, le charisme. On peut le travailler. Mais je vous dirais que la plupart des gens qui ont du charisme, ils l'ont de façon quasi innée. En fait, ils ont des traits de caractère qui ont été capables de mettre en place puis qui ont été valorisés. Et à ce moment-là est né leur charisme. Et ce charisme-là, de ça émane une confiance en soi. Pas une confiance en soi démesurée, là, une bonne confiance en soi. Donc, social, communication, être capable d'être précis dans les messages qu'on a avec les autres, d'être précis sans que ça soit plus long. S'assurer qu'on est bien compris. Tu sais, dans la reformulation, c'est pas répéter comme un perroquet. Reformuler ce que quelqu'un vient de dire, c'est pour être sûr qu'on a compris parce qu'on a chacun nos visions puis on n'emploie pas toujours les mêmes mots pour parler de la même situation. Bon, leadership, je vous l'ai dit. Entreprise, médiation, savoir résoudre des conflits. Ça encore là, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y a des personnes qui, très jeunes, comme je vous dis, et j'ai demandé à un moment donné à mes enfants, c'est quoi tes forces? Je ne sais quoi vos forces, ben chacune, c'est quoi tes forces? C'est quoi tes zones de fragilité.
Et puis, j'ai une de mes filles, elle disait, moi là, elle dit, moi je suis sûre que je suis sûre que plus tard, je vais devenir avocate. Ah oui? C'est quoi pour toi un avocat? Ben, elle dit, c'est quelqu'un qui résout les problèmes des autres. Alors, elle se voyait comme quelqu'un qui, tu sais, précise-moi ça. Ben, moi, elle dit, quand j'étais à l'école, puis qu'il y a des chicanes entre mes amis, moi, j'arrive, puis je règle tout ça. Je leur dis c'est quoi qui est bien, puis c'est quoi qui est pas bien, pour que tout le monde reparte en paix. C'était la façon d'un enfant de 10 ans de raisonner la situation. Mais pour elle, pour elle, c'était comme, elle faisait de la médiation. Elle a toujours été comme ça, essayer de faire diminuer les conflits, okay, et de dire aux gens c'est quoi la part qui leur appartient, et chacun a la part qui leur appartient. Donc, tu sais, on peut hériter de quelque chose, mais quand on le met en pratique dans plusieurs situations, que ce soit un travail d'étudiant, des situations dans une équipe sportive, c'est là qu'on peut mettre de l'avant ces aptitudes-là, et puis les mousser davantage. On n'est pas obligé d'être tout comme ça. En fait, l'être parfait n'existe pas. L'important pour vous autres, c'est de voir dans quelle partie vous êtes fort, et surtout de voir quelle partie qui vous manque, que c'est plus faible et qui serait utile pour vous. Dans qui vous êtes, dans le travail que vous faites, dans les relations que vous avez. C'est ça. Coopération, synergie, bon, entre gens, et savoir créer des relations, entretenir des relations, amener les gens à se côtoyer. Est-ce que c'est nécessaire que tout le monde ait de l'entre-gens? Non, mais on peut quand même être sociable sans être la personne qui va au-devant spontanément pour rallier les gens vers un objectif ou un projet ou faire un appel à tous. Non, c'est vraiment écoutez-vous, regardez-vous, puis essayez de voir là-dedans. Je trouve que c'est un modèle qui est vraiment qui est facile à analyser, même juste comme ça. Là. Où sont vos forces, où sont vos fragilités, puis à la minute que tu vois tu as des fragilités, parmi celles-là, lesquelles tu devrais essayer de travailler, puis quel outil tu pourrais te servir pour pouvoir développer ça davantage. C'est sûr que tous les écrits que vous pouvez avoir par rapport à l'intelligence émotionnelle, qui est un courant plus récent que les anciennes approches psychodynamiques, behavioristes et cognitivistes. Alors, vous allez sûrement trouver sur Internet des données pour vous aider à développer les volets que vous jugez importants pour vous. Voilà. Fait qu'on dit, merci, Daniel Goleman. Toujours dans le cadre de l'intelligence, eh bien, des chercheurs ont déterminé qu'il existait deux grandes catégories d'intelligence. Une qui s'appelle l'intelligence fluide et l'autre qui est l'intelligence cristallisée. Je vais commencer par l'intelligence cristallisée parce qu'elle est plus simple à comprendre, à concevoir, elle semble plus concrète, si vous voulez, et ensuite je vous parlerai de ce qu'est l'intelligence fluide. Bon, d'abord, intelligence cristallisée, pour vous figurer, moi je m'imagine toujours une montagne de neige, ou comme là, une espèce d'arbre qui est recouvert de glace. Qu'est-ce qui a fait de la glace? C'était des petits flocons qui se sont agglutinés les uns sur les autres. Et puis avec la chaleur, ben, ça a fait ce beau motif. Ça s'est cristallisé de cette façon-là. Donc, les contenus de l'intelligence cristallisée, ce sont des contenus qui s'additionnent au fil du temps. Le vocabulaire. Pensez au temps où vous étiez à l'école primaire. Vous aviez quand même un registre de vocabulaire assez étendu, mais si vous comparez par rapport à aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Au niveau des connaissances, c'est la même chose. Des connaissances que ce soit en mathématiques, en histoire, en géographie, en littérature, en français. On cristallise les choses comme ça dans votre domaine d'études. Eh bien, vous ajoutez de nouveaux éléments. Donc, c'est le type d'intelligence qui concerne la capacité d'utiliser des informations et des apprentissages antérieurs. Elle est liée à des facteurs comme la culture et à des habiletés telles que les capacités langagières ou le raisonnement pratique. Donc, selon le milieu dans lequel tu évolues, eh bien, ce qui va se cristalliser fait référence à ce qui est important dans ta culture, ce à quoi tu as été exposé. Le langage, c'est un peu ça.
Et ce qu'on a remarqué, c'est on dit qu'elle évolue toujours avec l'âge. C'est que si j'ai été élevée dans un milieu bilingue, eh bien, ce que j'ai cristallisé, c'est ma langue maternelle et ma langue seconde. Ou si j'ai deux langues maternelles, paternelle et maternelle, je suis bilingue. Il y en a qui vont être trilingues, etc., 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 qui parlent beaucoup, beaucoup de langues. Donc ça s'est cristallisé durant mon enfance. Puis je peux les utiliser couramment. Si on les met de côté pendant un certain temps, ils ne sont pas complètement disparus. On peut les réactiver. Un petit peu comme partir une vieille machine, partir ta moto après l'hiver, où est-ce qu'elle est restée dans le cabanon. On peut les réactiver, puis en ajouter des connaissances. Parce qu'on dit on est un petit peu rouillé. Ah, je suis un peu rouillé en anglais, on dit ça parfois. Donc, c'est ça, puis on dit elle évolue avec l'âge. Je peux aussi, moi, apprendre le russe, l'allemand ou le japonais, si j'en ai le goût, j'en ai le désir. Toutefois, cette cristallisation-là va me prendre beaucoup plus de temps, mais je vais arriver à apprendre un jour quand même. Il aurait été préférable que je l'apprenne plus tôt. Mais si ça fait partie de mes intérêts, si c'est ma passion, allons-y. Apprenons une nouvelle langue. La musique, c'est pareil, c'est une intelligence cristallisée. Parce que c'est un langage. Apprendre à lire la musique, lire les notes, en plus de développer des habiletés qui font beaucoup plus partie de l'intelligence fluide. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais c'est ça, apprendre un nouveau langage, ça se cristallise. L'intelligence fluide maintenant. L'intelligence cristallisée, c'est comme des petits morceaux qui s'accumulent, des connaissances qui s'accumulent, qui s'additionnent. Donc la culture générale devient de plus en plus vaste. Ce sont des connaissances qui s'additionnent. L'intelligence fluide, elle, c'est le type d'intelligence qui concerne la capacité de percevoir des liens, de former des concepts et de faire des inférences. Ça veut dire qu'à partir de tes cristaux, tu devrais être en mesure de créer quelque chose de nouveau. Okay? Puis on dit fluide, c'est que c'est toi qui vas guider ton esprit, ta pensée pour créer des choses ou interpréter des choses et comprendre des choses. Alors, quand je vous parlais de la musique est un langage qui est un langage cristallisé parce qu'on apprend qu'est-ce qui est des notes, qu'est-ce qui est de lire de la musique, qu'est-ce que signifie dans une partition, où ça se place, les rythmes et tout ça, c'est vraiment pas le domaine que je connais. Là. On apprend, c'est comme cette dimension-là qui sont des connaissances. Et si je deviens auteur-compositeur, alors là, moi, j'ai joué avec ce que ça représente dans mon esprit pour créer quelque chose. C'est donc un courant de pensée dans lequel s'insèrent nos cristaux. Ben, je pense que c'est pas pire l'expliquer comme ça, là. Donc, oui. Puis on dit qu'elle est liée au développement neurologique et qu'elle décline avec l'âge, donc elle diminue. Tu dis pourquoi le développement neurologique, ça diminue avec l'âge? C'est que oui, notre cerveau vieillit, puis il y a moins cette capacité-là de créer des réseaux fluides. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, former des concepts, faire des inférences. Ici, je vous ai mis l'image d'un personnage de mon enfance, qui est un personnage de la télé, Peter Falk, qui jouait le rôle du lieutenant Columbo. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a déjà écouté ça. C'est un inspecteur. Donc, pour exercer ce métier-là, bien sûr, il faut être à l'affût de données dans lesquelles on va faire des liens, faire des projections, faire des inférences pour arriver à découvrir qui a tué qui. Comme dans le jeu Clou, là. Qui est mort où, dans quelle pièce. Là. Donc ça, ce mode de pensée-là, il va diminuer avec l'âge. Mais on continue d'avoir quand même des connaissances. Ben, c'est cristallisé, c'est moins fluide. Voici la représentation de ce qui se passe avec nos deux types d'intelligence, l'intelligence cristallisée qui continue d'augmenter avec le temps, avec les années. Donc, ça va toujours en augmentant, sauf bien entendu s'il y a une problématique, soit de santé mentale ou de dégénérescence neurologique, qui va faire que l'information ne s'additionne plus, ne fait plus des cristaux. Et puis, on a l'intelligence fluide qui, elle, diminue graduellement à partir
je dirais, plus de l'âge mûr. Donc, elle n'a pas augmenté. Elle n'a jamais comme vraiment augmenté. Elle a suivi son cours naturel, puis après ça, elle diminue. Bon, je vous ai mis un petit tableau ici à côté qui dit quand je fais des inférences, je vais au-delà des mots pour comprendre ce qui n'est pas écrit dans le texte. C'est vraiment, on dirait que c'est comme écrit pour les enfants. Là. Bon, je sélectionne des informations du texte, je me remémore mes connaissances, mes expériences, et ensuite, je fais des prédictions et je tire des conclusions. Ça c'est l'inférence qui est le propre de l'intelligence fluide. Ce qui fait que quand on avance en âge et qu'on est en présence de jeunes adultes, je vais prendre moi, OK, qui est quand même adulte d'âge mûr, bien mûr, et je suis en présence de mes enfants qui sont des jeunes adultes et qu'on écoute un film qui devient extrêmement complexe dans le dénouement, à partir du début, les éléments qui s'y insèrent, j'ai beaucoup plus de difficultés à suivre le fil. Je suis perdue beaucoup plus rapidement que ça peut leur arriver. L'ordre des événements ne se place pas à la même place pour moi. C'est pas ça que je ne comprendrais pas le film. Mais il y a des chances que je demande souvent, attends un peu, lui il était où là? Puis il venait d'où là? Parce qu'il y a des petits éléments que je n'ai pas été capable de placer aux bons endroits et de me repérer dans le temps. Mais c'est très graduel. On ne devient pas complètement idiot d'intelligence fluide. C'est juste que ça demande un petit peu plus de temps pour replacer les choses. Puis ça, quand on va parler de la mémoire, vous allez voir qu'il y a quand même un lien, je dirais, de fonctionnalité avec l'intelligence fluide. Je vais parler maintenant des caractéristiques de l'intelligence chez la personne d'âge mûr. Je vous ai dit tout à l'heure que l'intelligence fluide avait tendance à diminuer, mais que l'intelligence cristallisée continuait à augmenter. Donc, notre réservoir cristallisé augmente. Bon, chez la personne d'âge mûr, le déclin de l'intelligence fluide se fait sentir, mais n'est pas apparent. Pourquoi? À cause de l'expertise. L'expertise, c'est l'expérience que la personne a acquis au cours de ses années de pratique dans son travail, au cours de sa vie, au cours de ses relations avec les autres. Elle va développer des connaissances qui sont réapplicables dans d'autres situations, au travail ou dans la vie de famille ou dans toute autre situation. Donc, on dit l'expertise se retrouve fréquemment chez les personnes d'âge mûr qui savent mettre à profit leur expérience dans la résolution de problèmes. Le jeune qui sort de l'école de menuiserie, on lui a appris des choses. On lui a dit comment bâtir une maison, les mesures qu'il faut prendre, chaque étape. Donc, lui, il part comme avec un manuel, des étapes, des procédures. C'est assez rigide. Avec le temps, et à côtoyer justement des personnes qui ont de l'expérience, il va diversifier, lui, son intelligence cristallisée, mais pour la personne qui a élaboré ces nouvelles stratégies-là, elle, c'est son expertise qui est en jeu. Et elle lui montre des choses qu'elle a appris sur le tas, comme on dit. Et on sait qu'il y a des gens, nos patenteux. Peut-être que vous en connaissez. J'en connais un vraiment, un très, très patenteux. Ça ne marche pas toujours. Mais il part justement de ses expériences pour bâtir des choses, pour créer des choses. L'expertise peut être nourrie aussi par la créativité. L'important pour une personne rendue d'âge mûr, c'est de continuer à apprendre. Quand on arrête de s'intéresser, quand on arrête d'apprendre, c'est là que je vous dirais que notre cerveau va s'atrophier. Notre cerveau. Nos fonctions exécutives vont s'atrophier. Ça, c'est comme on est limité. Même si l'intelligence fluide décline, on est encore capable de faire des liens, puisqu'au cours de notre existence, notre expertise nous a amené à faire des liens, puis on arrive à en faire encore. Peut-être moins facilement, mais on a des petits eureka une fois de temps en temps. Je vous dirais ça. Une autre force importante chez la personne d'âge mûr, c'est ce qu'on appelle l'intégration. La définition ici, on dit capacité intellectuelle de faire des liens abondants, de lier des informations et de créer des ensembles significatifs et d'une efficacité pratique
Je trouve qu'elle est un peu rigide, cette définition-là. On pourrait le voir comme quelqu'un qui a plusieurs rôles à jouer dans la vie, rendu à l'âge de 40 à 65 ans. Il y a des personnes qui ont exploré plusieurs domaines de travail, qui se sont diversifiées aussi au niveau des loisirs, de l'implication sociale, qui ont aussi voyagé, ils ont beaucoup de vécu, ou en tout cas, ils sont là-dedans. Ils ont vécu aussi des choses difficiles, ils peuvent avoir vécu des deuils, ils peuvent avoir relevé des défis importants, et, des drames qu'ils ont traversés. Il peut y avoir de la résilience à l'intérieur de ça. Donc, l'intégration, c'est d'être capable de ramasser des petits bouts de tous ces petits bouts de vie-là pour arriver à résoudre des problèmes qui, sans ça, pourraient paraître insolubles. C'est à peu près comme ça. Que ce soit ses problèmes à lui ou les problèmes de quelqu'un d'autre. Il devient une ressource pour les gens parce qu'il comprend. L'exemple que je pourrais vous donner, mais j'aime pas ça trop vous donner des exemples personnels, mais oui, ça le fait quand même. Puis ça, il faut servir de son jugement. Hein. Bon, dans le cadre de votre travail, vous aurez peut-être, vous, un peu comme moi, dans le cadre de mon travail comme psychologue, j'accueille des gens, j'écoute leurs problématiques, ça fait écho. Ça fait écho chez moi à cause de ma formation. Donc, j'ai les bases théoriques, j'ai l'expérience pratique de la thérapie avec la clientèle, mais j'ai aussi ma base personnelle. Ce que moi, j'ai vécu, je le comprends aussi émotionnellement. Alors, c'est beaucoup plus facile pour moi d'intégrer ce que j'ai vécu au vécu de cette personne-là. Donc, une personne, un intervenant qui est d'âge mûr, il y a de fortes chances qu'il y ait une plus grande capacité d'intégration qu'un intervenant qui a 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'à 30 ans, tu ne peux pas être un bon travailleur social, un bon psychoéducateur, c'est pas ça du tout. Mais c'est qu'au fil du temps, avec l'expérience, à l'intégrer toutes ces choses-là, ça fait de vous des ressources très, très, très importantes comme professionnel, mais aussi pour aider vos collègues. Ça va être un legs même que vous pourrez leur faire. Donc, c'est ça. Quand on s'est diversifié, on intègre ça. Et comme je vous dis, il faut y aller toujours avec prudence dans la clientèle avant de se révéler soi-même, surtout dans le cadre où on est en intervention, relation d'aide. Avant de parler de nous, il faut s'assurer que ce qu'on va dire de nous est aidant pour la personne. C'est correct que vous identifiez ce qui se passe chez lui, mais de là à dire, tu ne faut pas imposer non plus en disant, moi je l'ai vécu, tu sais, moi aussi je me suis séparée, puis tu devrais faire ça. Ça, c'est pas de l'intégration. Pas du tout, pas du tout. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est que j'ai perdu un fils qui est décédé à l'âge de 10 ans, des suites d'une longue maladie. Et j'ai une cliente qui, elle a perdu aussi un enfant. Bon, elle m'a été référée, mais au départ, tu ne sais pas la problématique que la personne est là. Donc, quand elle est arrivée au cabinet, on a commencé à discuter. Et puis, j'ai senti, on dit, ça fait transfert contre transfert. Les psychanalystes diraient ça. Il faut s'en servir ou pas, là, mais d'une autre ordre. Mais je me suis identifiée rapidement à ses émotions. Je ne suis pas devenue sympathique, je suis devenue empathique. Puis elle me dit, personne ne me comprend, ils ne peuvent pas me comprendre. Eh bien, moi, là, j'ai pu poser ma situation et dire, oui, moi, je comprends. Moi, je comprends, j'ai perdu aussi un enfant dans un autre contexte que toi, mais je comprends ce que tu éprouves. Et je comprends que tu puisses dire que personne ne peut comprendre parce que tu es une mère qui a perdu son enfant. Donc là, c'est approprié d'amener cet élément intégratif, qui est de notre vécu, dans une situation thérapeutique. Mais il faut toujours être très, très, très prudent. N'ouvrez, là je fais comme des annonces de vous préparer dans votre pratique, n'ouvrez pas des choses sur votre vie personnelle tant que vous ne savez pas que le lien avec la personne est très bien établi et que ça ne servira pas contre vous. N'oubliez pas, ça reste de l'ordre professionnel, mais ça peut faciliter la communication et vous avez un élément intégratif de votre vie qui fait écho chez la personne. Allez-y, allez-y.
tout simplement. Alors ça, c'est une force qu'on voit à l'âge mûr. Ça peut arriver avant parce qu'il y a des gens qui vivent des choses très, très, très tôt dans leur vie et qui les rend aptes à partager avec les autres un vécu qui est similaire. Bon, attends, ça c'est une parenthèse. C'est la parenthèse, la parenthèse, la parenthèse. Je déborde, ça m'arrive de déborder. Nous sommes rendus à la partie qui touche le développement cognitif de la personne d'âge avancé. On a parlé de l'âge mûr. J'ai toujours trouvé ça étrange qu'on appelle ça l'âge mûr. Parce que mûr, c'est comme... T'es au meilleur. Quand t'es mûr, t'es au meilleur, mais ça voudrait dire qu'après ça, c'est une pomme qui est mûre. Elle est prête à être mangée, mais après ça, si tu la laisses aller, elle va pourrir. Fait que là, on serait comme rendu... L'âge avancé serait l'âge pourri. L'âge mûr serait l'âge pré-pourri. En tout cas, retenez ce que vous voulez de ça. L'âge mûr, moi, c'est l'âge moyen. Je préfère dire l'adulte d'âge moyen, mais encore là, on a toujours appelé l'âge mûr. L'âge mûr et l'âge avancé, ben, on parle des personnes âgées. Nos vieux. Tu sais, il y a des mots comme ça qu'on trouve péjoratifs, mais vieux, vieillard. Quand on dit vieillard, hey, là c'est vraiment vieux. Là, hein? Donc, puis après, si on pense à sénilité. Fait que là, on a toutes sortes de mots là, qui fait que, ouf, on est sur la pente descendante. Bon, mais tout le monde n'est pas sur la pente descendante sur le plan cognitif quand tu es en âge avancé. Oui, il y a des choses qui vont diminuer, vont être moins fonctionnelles certaines choses, mais il y en a qui gardent vraiment un très haut niveau de performance sur le plan cognitif. Ici, on a des personnes, on voit qu'ils sont en état de jasette. Oui, les échanges sociaux, est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que c'est leur conjointe? On ne le sait pas trop, mais le fait de continuer de socialiser pour les personnes qui avancent en âge, c'est quelque chose qui va leur permettre de se stimuler beaucoup, intellectuellement, cognitivement, que de rester seul chez eux à simplement regarder la télévision. C'est très simple à comprendre. On le disait pour le jeune enfant, si on place un enfant devant un écran, l'écran n'est pas un interlocuteur. Ils peuvent assimiler des informations, mais il n'y a pas de rétroaction sur leur compréhension. La même chose pour une personne âgée qui se retrouve seule chez elle devant la télévision, elle manque de stimulation. C'est pas ça la stimulation cognitive, c'est pas d'être devant un écran, c'est d'être en interaction avec d'autres personnes, de poser des questions et qu'on réponde à nos questions. Puis la socialisation, ben, ça a un lien vraiment important sur le plan émotionnel aussi. Mais quand on dit on apprend, c'est pas juste des éléments, comment je dirais ça, des éléments concrets, des mathématiques, du français, de la géographie, de l'histoire. C'est pas juste ça. Quand on est avec les autres, on apprend comment interagir avec les autres. On se retrouve aussi dans l'intelligence émotionnelle. Alors, nos personnes âgées, c'est ça. J'ai un petit monsieur qui est en vélo. Eh bien, oui, l'activité physique a une répercussion très importante sur la santé mentale de la personne qui avance en âge et aussi sur sa cognition, son intérêt à être stimulé intellectuellement. Et puis, c'est sûr que ça amène de la santé, cerveau mieux oxygéné, cerveau mieux disposé à apprendre. Puis cette personne-là, quand elle fait du bien à son corps, bien après ça, elle est plus posée pour pouvoir emmagasiner des nouvelles informations qui sont plus d'ordre cognitif. Le sport est toujours très, très, très bon dans la vie des gens. Il faut savoir, cependant, connaître nos limites. On ne commence pas à 82 ans comme ma mère. Je ne la vois pas en train d'embarquer sur un vélo et faire le tour de l'île d'Orléans. Oh mon Dieu, non. Les personnes âgées ne sont pas toutes traitées de façon égale selon les pays, selon les continents. Okay. Dans certains pays, comme le Japon, l'âge avancé, ça symbolise un statut social important. Ces personnes-là sont perçues comme des gens qui sont sages, qu'on doit écouter et à qui on demande conseil. Tandis qu'en Amérique du Nord, on a tendance à les mettre de côté, les personnes âgées, parce qu'on s'imagine à tort qu'elles n'ont plus rien à apporter à la société. Elles ont donné et puis on les met en retrait. D'ailleurs, l'expression « on l'a parké », ça vient de chez nous, ça? On l'a parké dans un foyer pour vieux. C'est déjà une façon de parler négativement des personnes âgées. On pourrait même parler de gérontophobie. La gérontophobie, c'est vraiment une peur irrationnelle de la vieillesse et du vieillissement qui fait en sorte que les gens se trouvent...
ils sont mal à l'aise en présence de personnes âgées. Ils perdent leurs moyens, font l'anxiété, font des crises de panique par rapport à une personne en présence de personnes âgées. L'âgisme, forme de discrimination fondée sur l'âge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de dire que parce que tu es rendu à tel âge, un âge qu'on considère comme étant un âge avancé, tu n'as plus droit à avoir accès à certaines choses. Tu n'as plus droit, tu devrais plus, tu sais, même l'âgisme, tu devrais pas avoir le droit de conduire. Tu as plus que 70 ans. Pourtant, les personnes de 70 ans, il y en a que jusqu'à l'âge de 80, 85 ans, vont conserver leur permis de conduire parce qu'ils ont les bonnes habiletés, un bon contrôle moteur, sont capables de faire ces déplacements-là en toute sécurité, là. Mais l'âgisme, c'est dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. Rendu à l'âge que tu es là, tu devrais rester chez vous. Même au niveau du travail, il y a des personnes qui sont congédiées simplement pour la raison. La raison, c'est leur âge. Il y a 65 ans, il doit quitter l'entreprise. Au revoir, on te donne ta petite montre pour tes 40 ans de service, là, disons, 40 ans ou plus de service. Voilà, va-t'en chez vous, puis on n'a plus besoin de toi. Pourtant, la personne est très compétente, mais on considère qu'elle n'a plus ce qu'il faut pour être à cet emploi-là. Là, on va parler d'agisme. La gérontophobie, il ne faut pas la confondre avec la dysmorphophobie. Vous savez, dans ce dernier cas, la dysmorphophobie, c'est des gens qui vont procéder à plusieurs interventions chirurgicales, esthétiques, pour tenter de ne pas vieillir, pour essayer d'éloigner le vieillissement. Dans les faits, l'organisme vieillit quand même. Ils vont changer l'esthétique de leur peau, de leur corps, de la morphologie en général pour avoir l'air jeune. Ça, c'est de la dysmorphophobie quand c'est à l'excès, là, je vous dirais, qui deviennent comme dans un processus infini, ça ne s'arrête plus. Okay? Ils sont devenus comme obsessionnels de la chirurgie esthétique. Ça, c'est pas de la gérontophobie. La gérontophobie, c'est vraiment avoir peur de la personne âgée. Ça peut amener à ne pas bien en prendre soin si vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous êtes en perte d'autonomie et puis que les personnes qui s'occupent de vous, ils ont été engagés, mais qui souffrent de gérontophobie, ce qui ne devrait pas être le cas, eh bien, elles ont tendance à vous négliger, à passer le moins de temps possible avec vous, à ne pas être chaleureux vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui se passe dans la gérontophobie? Ben, on pense que quelque part, pour certaines personnes, ça leur aurait un effet psychologique, ça les ramènerait à eux-mêmes, à leur propre peur de vieillir, puis de voir que la mort est à suivre. Donc, quand on entend parler que dans des foyers pour personnes âgées, des CHSLD, il y a des personnes qui sont maltraitées par des employés, on peut penser que ces employés-là ont cette problématique-là. Soit qu'ils l'hygiène, ils les mettent de côté sur le plan de l'hygiène, ils font pas ce qu'il faut pour les garder propres, se sentir sains, j'allais dire propres, beaux et frais, là. Donc, ils vont les négliger de ce côté-là. Au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Ils vont se dépêcher, ils vont les faire manger très, très rapidement. Là, ouvre la bouffe, la bouche et bouffe. Tu vois, là, comme aussi les traiter comme des petits-enfants et prendre un ton mignard. Le ton mignard, c'est comme parler comme si c'était des petits bébés, tu sais. Lui dire, ben oui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mon petit poussin? C'est de les infantiliser quand c'est des personnes qui sont d'âge supérieur à toi-même, intervenant, que tu es. C'est que c'est pas votre cas, vous ne ferez pas ça. Mais donc, c'est ça que ça peut entraîner, la gérontophobie. Alors, il faut être à l'affût quand il y a du personnel comme ça qui maltraite nos personnes âgées. Ici, quand on parle du traitement de l'information chez la personne qui avance en âge, eh bien, on reprend ce qu'on a dit pour la personne d'âge mûr. Donc, il y a des capacités qui vont décliner chez les personnes qui avancent en âge. On dit, bon, la rapidité des processus mentaux, les raisonnements abstraits. Vous n'avez qu'à penser à vos grands-parents quand on leur enseigne comment fonctionne un ordinateur, comment aller chercher des messages ou comment intervenir avec vous sur Facebook ou qu'est-ce que représente c'est quoi un forum, c'est quoi sur Messenger quand on fait des groupes de discussion.
c'est de se retrouver dans tout cet univers-là qui va très, très vite. Ben, pour la personne qui avance en âge, eh bien, pour elle, sans dire que c'est le chaos, elle a besoin de temps pour intégrer ça. Ça va moins vite. Ce n'est pas une preuve de non-intelligence. Okay? Ton grand-père, ta grand-mère peut avoir un post-doctorat en physique nucléaire et avoir de la difficulté à intégrer les modes de fonctionnement des réseaux sociaux, parce qu'elle n'a pas baigné là-dedans, elle n'a pas grandi là-dedans, elle n'a pas créé ces réseaux neuronaux pour analyser ces situations-là. Ça m'a toujours fait surpris. Moi, quand les enfants, j'arrivais justement, moi j'ai pas été élevée là-dedans, puis il m'arrivait, j'arrivais avec mon téléphone intelligent, puis je comprends pas trop comment préparer, arranger. Je comprends plus où est-ce qu'elle est cette fonctionnalité-là. Prends le téléphone. C'est même pas le même marque de téléphone que le sien. Tac, 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 tac. Tiens, maman, ça marche. OK, oui, mais j'aimerais ça que tu me l'expliques. Ben là, tu vois, ça marche. Ça, j'aime moins ça. Explique-moi, mais tu sais très bien que il va falloir que tu me l'expliques une couple de fois pour que je puisse bien intégrer le protocole. Après ça, je vais devenir relativement habile dans ce domaine-là. Chez la personne âgée, eh bien, c'est ça. C'est la personne d'âge mûr, plus. Voilà. Mais, si vous lui posez des questions par rapport à son domaine d'expertise dans lequel cette personne-là a travaillé toute sa vie, ben là, vous allez voir que vous êtes pas mal loin en arrière. Donc, c'est ça. L'intelligence fluide, là, il y a des choses qui... C'est plus... C'est ça. Ça prend plus de temps d'acquisition. Puis pour beaucoup d'autres habiletés, eh bien, ça va perdurer. Là, je vous ai mis une image de personnes âgées qui jouent à des jeux vidéo. Écoutez, ils peuvent devenir quand même un peu compétents, là, mais ils ne battront jamais les enfants et les adolescents qui, depuis très longtemps, ont fait des tendinites de pouce à force d'être devant leurs jeux vidéo puis de développer leurs réflexes puis c'est ça, le temps de réaction. Eh bien, voilà. La mémoire, ça c'est une préoccupation pour beaucoup de personnes qui avancent en âge. On sait qu'il y a plusieurs maladies qui se développent, qui sont associées au vieillissement. On n'a qu'à penser à la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres, les démences séniles, entre autres, d'autres maladies qui font en sorte que la mémoire est lourdement affectée. Donc, les capacités mnémoniques, on dit, elles sont réduites. Parfois, c'est la mémoire à court terme qui est affectée et parfois, c'est la mémoire à long terme. Mais le plus souvent, c'est la mémoire à court terme qui va être affectée dans ces troubles-là. Et même chez la personne qui, sans être atteinte d'un de ces troubles-là, il y a une difficulté, je vous parlais d'intégration, mais d'intégration de nouvelles données, assimilation, comme Piaget nous dit, assimilation, accommodation, ça, là, assimilation, c'est un petit peu plus difficile de retenir, donc de faire passer les éléments de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Parce que vous savez que la mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail. On est en train de faire quelque chose, je suis en train d'enregistrer l'information et moi je trie. Je trie ce qui est important à retenir pour mettre dans le long terme. Puis pour le mettre dans le long terme, parfois il faut répéter cette information-là pour qu'elle s'inscrive dans la mémoire à long terme. Voilà. Donc, mémoire à court terme. Pour les tâches qui requièrent uniquement de la répétition, le déclin est léger. Ça va arriver. Par contre, il y a une baisse plus importante pour celles qui nécessitent un temps de réorganisation ou d'élaboration. Voilà. Donc, de nouvelles informations plus complexes, elles ne s'imprimeront pas dans la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, elle est là pour mémoire de travail. Je suis capable de faire ça maintenant. On joue au bingo. On joue au bingo. Ben, ces gens-là, ça ressemble-tu à bingo, ça? Je pense que oui. En tout cas, une espèce de jeu comme ça, ils savent comment ça fonctionne. D'ailleurs, je ne suis jamais allée dans des soirées de bingo. Peut-être vous y avez déjà été ou vous allez éventuellement y participer à l'intérieur de vos stages. Mais les personnes âgées peuvent lire et étamper plusieurs cartes de bingo en même temps. Donc, ils ont une capacité de concentration, ils ont une organisation, ils sont dans la mémoire de travail, la mémoire à court terme. Je viens d'entendre ça, j'enregistre ça, je fais l'information, tac, 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 tac. On fait une autre séance de bingo. Ils ont évacué les cartes précédentes. On recommence avec d'autres. Ça, c'est la mémoire à court terme. C'est présentement, je m'attarde à ce que je suis en train de faire. Je mémorise ce qu'on vient de dire pour l'appliquer au moment présent. Mais je ne vais pas retenir les 12 cartes de bingo que j'ai
qu'on m'a présentées au début de la soirée. On les a pas, on les a pas emmagasinés pour le long terme. C'est pas utile. La mémoire à long terme maintenant. Ça, c'est des éléments qu'on a emmagasinés au fil du temps, qui peut être récent, comme qui peut dater de très, 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 très longtemps, mais qui a une importance. Il faut la garder dans notre carte mémoire. Okay? Je vous disais tantôt, bon, la carte de bingo, tu ne la retiens pas. Des numéros de téléphone. Okay? Avant l'avènement de notre téléphone intelligent, on savait tous par cœur les numéros de nos amis, les numéros de nos parents, les numéros de la pizzeria. Toutes ces choses-là, on les enregistrait. Pourquoi? Puis on les mettait dans les mémoires à long terme parce qu'ils pouvaient être réutilisés. On avait donc fait le choix de l'emmagasiner là. Aujourd'hui, il est fort probable que le numéro de la pizzeria, tu ne le retiens pas parce que ton téléphone, lui, il le retient. Fait que tu laisses de la place pour retenir d'autres choses. Donc, qu'est-ce que tu choisis de retenir? Il y a des choses que tu choisis de retenir. Il y a des choses qui s'impriment aussi. Vous savez, les souvenirs sont beaucoup teintés, les souvenirs, entre autres les souvenirs, on dit la mémoire épisodique, souvenirs d'enfance, c'est teinté d'une émotion. Qu'elle soit positive ou négative, c'est ce dont on se rappelle le plus. Si je vous demande quel est votre plus lointain souvenir, bien, vous allez me parler de quelque chose certainement qui vous a ému. Positif ou négatif, j'espère que c'est positif. Tout comme vous pouvez discuter avec quelqu'un, avec votre copain, votre copine, vous avez participé au même événement l'an dernier, et puis elle se rappelle des détails de la soirée, de la rencontre avec la vedette de la scène, par exemple. Alors que, pour vous, c'est vague. Elle a pu aller jusqu'à se rappeler de ce qu'elle portait ce soir-là quand elle a parlé avec cette vedette-là de la scène. Donc, il y a quelque chose d'émotionnel qui est imprimé, puis ça peut imprimer dans notre mémoire à long terme des détails qui pourtant sont totalement inutiles, mais vraiment très, très, très précis. Chez la personne qui avance en âge, la mémoire épisodique, c'est elle qui est la plus susceptible de se détériorer avec l'âge. Et dans le fond, c'est les épisodes les plus récents qui peuvent s'effacer. Vous avez déjà discuté avec des personnes âgées qui peuvent dire avec des détails impressionnants comment ça se passait dans leur temps. Pourquoi? C'est souvent parce qu'ils l'ont re-raconté, ils ont répété cette scène-là, ils la répètent dans leur tête aussi. Hein. Pour consolider un souvenir, il faut le répéter. Donc, ils ont mis du temps pour réimprimer ce souvenir-là. Ce qui se passe de plus récent, pour eux, c'est peut-être plus déconnecté par rapport au temps. Une personne âgée, est-ce qu'on est lundi, est-ce que l'on est mardi, est-ce qu'on est mercredi? Pour elle, ça peut avoir très peu d'importance, bien sûr, parce qu'elle est retraitée. Elle va savoir qu'on est mardi par rapport au fait qu'il y a 2 jours, elle est allée à l'église, donc c'était dimanche. Elle va suivre le calendrier. Donc, sa position par rapport au temps est plus relative. Donc, ce qui s'est passé dimanche, ce qui s'est passé lundi, peut s'évacuer beaucoup plus rapidement que dans votre cas. Vous êtes dans un cadre où vous êtes, la mémoire à court terme, elle s'imprime à long terme parce qu'il y a des éléments très, très, très importants pour vous à retenir. Quand vous assistez à un cours, vous vous dites, là, j'imprime ça. J'imprime ça, c'est un peu moins, je l'imprime dans ma tête, là, parce que ça va m'être utile. Le professeur il a dit ça, c'est important. Donc, vous le prenez en note. Vous venez donc de le réimprimer et il va se retenir dans votre mémoire à long terme parce qu'il va être réutilisé. Son but, c'est d'être réutilisé. Est-ce qu'il va être réutilisé dans 10 ans? On ne le sait pas. Est-ce qu'il va être transformé dans 10 ans? Il y a des bonnes chances. Okay? Donc, c'est un peu ça. Bon, pourquoi je dis la mémoire, là, je me frappe des mains. La mémoire épisodique, c'est ça. C'est que les derniers éléments, ils sont peut-être moins teintés émotionnellement et puis, ils ont moins tendance à vouloir s'imprimer. Si j'appelle ma mère ce soir, je jase avec elle, puis je l'appelle la semaine prochaine, bien, il y a bien des chances qu'elle me dise la même chose qu'elle m'a dit la semaine précédente. Premièrement, parce qu'il ne se passe pas beaucoup de choses dans sa vie. Et si je lui dis, si elle dit, ouais, puis comment vont les enfants?
ben pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la semaine d'avant. Ah, ouais, c'est vrai. Ah oui, j'ai appris ça que Maud est enceinte. Mais en fait, ça fait déjà un bout qu'elle sait que Maud est enceinte, mais là, c'est comme, pour elle, c'est comme si ça vient d'arriver. Oui, oui, c'est vrai, je l'ai appris, je pensais plus. Il y a une part aussi, c'est la notion du temps, et aussi la consolidation de ces souvenirs-là. Le cerveau le fait moins bien, neurologiquement, il le fait moins bien, et aussi, ça n'a pas une importance, une imprégnation émotionnelle aussi importante. Voilà. La mémoire sémantique. La mémoire sémantique, je vous dirais que c'est celle qui est le plus riche, dans le sens où est-ce que si on l'entretient, elle va prendre beaucoup d'ampleur. Dans le fond, c'est la personne âgée qui va continuer de s'intéresser à l'histoire, de s'intéresser à la géographie, de s'intéresser à la peinture, de s'intéresser à la musique, de s'intéresser à plein de choses. Donc, elle réactive constamment ses souvenirs sémantiques, puis même elle en rajoute, elle apprend des nouvelles choses par rapport à ses champs d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on dit la mémoire sémantique, c'est une sorte d'encyclopédie mentale qui permet de garder en mémoire les connaissances de faits historiques, de lieux géographiques, de coutumes sociales et de signification des mots. Plus une personne âgée fait travailler sa mémoire, puis je vous dis sa mémoire sémantique, plus elle va avoir une qualité de vie en général. La mère de ma belle-sœur, elle est décédée à 101 ans. Et cette dame-là, je suis allée la voir il y a 2 ans, elle se rappelait exactement justement de tous les événements entourant notre première rencontre. Elle et moi, avec ma famille. En tout cas, c'est un contexte particulier. Cette dame-là est incroyable. Puis elle parlait avec un vocabulaire vraiment, je dirais, il y a des mots qu'elle utilisait qu'on n'utilise pas couramment. C'est une femme qui était très cultivée, puis qui continuait aussi. Elle lisait beaucoup. C'est, on dit, un puits de savoir, mais qui a une générosité de vouloir le partager avec les gens, puis qui a une ouverture. Donc, elle, son potentiel intellectuel, elle continue de l'exploiter à plein jusqu'à l'âge de 102 ans. C'est quand même... c'est bien. On dit, beaucoup de gens disent ça. Moi, je veux bien vivre longtemps. C'est bien là, qu'on vive plus longtemps. L'espérance de vie est augmentée chez les gens, chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, en tout cas chez les hommes, ça a augmenté parce qu'avant ça, c'était beaucoup plus bas que les femmes. Mais on veut une qualité de vie. Puis pour la qualité de vie, on associe ça, bien sûr, pas juste à la santé physique, c'est important, mais la santé mentale, la santé psychologique, puis les habiletés cognitives. Oui, on veut être toutes là. Voilà. Donc, l'autre type de mémoire, la mémoire procédurale, c'est celle, mémoire qui inclut des habiletés motrices, des aptitudes, des savoir-faire, une fois appris, peuvent être récupérés sans effort conscient. Quand je vous parlais d'avoir appris la musique, apprendre la musique, oui, c'est un langage, mais c'est un langage qui est associé à une organisation cérébrale qui touche aussi la motricité. Donc, dans le lobe frontal, on a fait des connexions très, très, très importantes pour permettre la pensée de faire bouger les doigts pour produire les sons. Donc oui, les autres hémisphères sont occupés aussi, là, auditif, tout ça, c'est activé. La personne a même le souvenir du son, qu'est-ce que ça peut faire pour le produire dans ses doigts. C'est très, très complexe. C'est vraiment fascinant, les neurosciences. Mais la mémoire procédurale, eh bien, elle va être activée rapidement, même si ça fait longtemps. On dit, bon, tu vas toujours savoir patiner si tu as déjà patiné. OK, tu feras pas je ne sais pas comment ça s'appelle, un double axel. Si tu n'as jamais fait de ta vie, ou si c'était pas super performant, tu vas y aller avec prudence, surtout si tu as 82 ans, ça ne te tente pas de te péter la fiole. Mais oui, tu vas être capable tu vas savoir encore quel mouvement faire pour apprendre à patiner, faire du vélo aussi. La seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est au niveau de l'équilibre. Donc, mais tu connais la procédure pour faire ça, tout comme la procédure pour jouer de la musique. Donc, ça va être ça. Il y a là, j'ai pris cette photo-là, je l'ai trouvée sur YouTube, cette dame-là, mais c'est pas celle-là que j'ai mis en lien. Il est quand même fascinant. Un monsieur de 94 ans
qui joue la sonate au clair de lune de Beethoven. Et c'est vraiment magnifique. C'est certain que cet homme-là, okay, pour lui, ça nourrit son cerveau, ça nourrit sa présence d'esprit. Et puis, ça l'ouvre à beaucoup d'autres choses. C'est pas juste la musique qui doit être là encore dans son esprit. La musique est très, très présente, mais il lui fait vivre des émotions positives. Et puis, c'est ça. Moi, je trouve ça magnifique. Tout simplement, c'est ça. Je suis en extase. Là, ben, je sais pas si elle est en extase, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment touchant. Et c'est beau. C'est beau. Une passion, ça s'entretient. Puis des fois, même si elle est mise de côté en cours de route, quand on y revient, là, elle peut prendre toute la place, puis nous amener beaucoup, beaucoup de bonheur.